Et salut, c'est Major Mouvement. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Marine Noret, qui met un CV long comme ça. Je vais te laisser le soin de te présenter. Moi, je vais écouter. On a déjà eu l'occasion en fait d'avoir cette conversation tous les deux. J'ai trouvé qu'il y a un petit moment. J'ai trouvé que c'était hyper intéressant et là, l'occasion était parfaite pour que finalement, toi, tu nous apportes toute ton expérience, qui a beaucoup de facettes. Pour commencer, donc Marine Noret, 22 ans. Ouais, Jeune. qu'on a tendance à oublier parfois. Exactement, on a tendance à l'oublier, mais moi, j'en fais ma force de me dire que finalement, l'âge n'est qu'un chiffre, c'est pas un frein, mais au contraire un moteur. Je suis auteure d'un livre qui s'appelle Ma victoire contre l'anorexie, dont je parlerai plus tard, où on aura bien le temps d'en parler. On en fera sûrement une deuxième vidéo dédiée à ça. Exactement, que j'ai écrit donc il y a cette année, le 9 avril 2019. Et à côté de ça, je suis diplômée en psychologie du sport et en préparation mentale. Donc j'accompagne des athlètes sur tout ce qui est préparation à des compétitions, des suivis sur des entraînements. En gros, tout l'aspect psychologique qui finalement découle de la pratique sportive en fait. Exactement. Et c'est là où on avait vraiment beaucoup d'atomes crochus parce que nous, c'est des athlètes où, à nous, quand on les a en soins, ils se livrent beaucoup sur beaucoup de choses. Où, clairement, moi, je ne suis pas formé en psychologie, encore moins en psychologie sportive. Je peux le faire qu'avec ma propre expérience. Parfois, je dis des conneries, parfois, je dis des trucs assez justes, mais au moins, je parle avec mon cœur. Et du coup, ça m'intéressait beaucoup d'avoir ton expérience et tes connaissances là-dessus. La préparation mentale, pour ceux qui ne connaissent pas, on peut avoir tendance à être assimilé à des gourous, des chamans qui vont changer. Enfin, en tout cas, les entraîneurs ont peur de nous parce qu'ils se disent on va un peu mettre le bazar dans la tête de leurs athlètes. Après, ça peut concerner également des athlètes amateurs, tout type de sportifs, et la préparation mentale peut même être mise sur le milieu professionnel dans les entreprises. C'est en fait le fait de pouvoir permettre à des athlètes de se rendre compte de leur plein potentiel. C'est-à-dire qu'on va on va pas les aider en leur donnant des solutions. On va leur permettre de se rendre compte qu'ils ont déjà en eux les solutions. C'est un peu, moi j'aime bien la métaphore du trousseau de clés, où finalement l'athlète a un trousseau dans les mains, et nous on va ajouter des clés une à une via des champs d'application, on va aller sur le terrain, on va passer par plein d'outils différents comme la sophrologie, la PNL. Programmation neurolinguistique, pas le groupe de rap. Non. Ça peut marcher, cela dit. Ça peut marcher, ouais. Le cerveau, de ma vie, il est bien retourné à la fin. Mais voilà, plein de la relaxation, la méditation, on va même aller des fois toucher à la psychothérapie pour finalement remplir leur trousseau de petites clés et c'est à eux ensuite d'aller ouvrir la porte avec les clés qu'ils veulent au moment où ils le souhaitent. On va leur donner une forme d'autonomie, on va les amener en fait, entre guillemets, à être autonomes et à gérer le stress correctement. Ils y sont, excuse-moi, sensibles, sensibilisés, ouverts la plupart du temps, les athlètes avec lesquels tu travailles? Alors, il y a des athlètes qui peuvent être très réfractaires, qui vont tout de suite se dire, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'elle va me faire, qu'est-ce qu'elle va me dire. À l'inverse, il y en a aussi qui ont conscience qu'aujourd'hui c'est important et qui savent que finalement dans la pratique sportive, le mental a une part énorme qu'on sous-estime souvent et on en prend conscience que ce soit dans les sports individuels comme collectifs. Donc souvent au début ils sont un peu sceptiques et puis finalement une fois qu'on commence à discuter avec eux, qu'ils voient au fil des séances que ça peut que ces fameuses clés fonctionnent, leur apporter du bien, ils reviennent et ils y reviennent et finalement ils testent même d'ailleurs plein de préparateurs mentaux, ils ont envie de découvrir. Moi je sais que j'aime beaucoup la sophrologie et je sais qu'il y a beaucoup d'athlètes qui au début avaient peur de la sophrologie, qui se disaient c'est juste de la méditation, qu'est-ce que tu vas me faire, et puis finalement qui étaient vachement relaxés et qui arrivaient mieux à gérer leurs émotions, leurs peurs. J'ai une question con, tu te rappelles quand Usain Bolt est arrivé, bon évidemment il a explosé tous les records, mais quand il est arrivé complètement détendu sur la piste d'athlétisme. Et moi, ce qui m'avait marqué, c'est que la première fois il a fait ça, il était hyper détendu, il a explosé les records. Au JO d'après, quand il revient, tous les autres athlètes faisaient semblant d'être détendus. Lui, c'était naturel, c'était dans son flow à lui, et il courait comme ça. Et puis on voyait les Américains, les autres Jamaïcains qui étaient là et qui essayaient de faire genre, et finalement, ils n'y arrivaient pas. Je raconte des conneries, il y a de la préparation mentale là-dedans, chacun a une préparation mentale qu'il lui faut. Alors je pense que peut-être que pour Usain Bolt c'était naturel. Après il y a beaucoup d'athlètes et on le retrouve par exemple dans le tennis qui ont des routines. Par exemple qui vont avoir des comportements, des gestes, des gestuels avant une compétition, pendant une compétition. Et il y a même une forme d'intimidation. C'est-à-dire que c'est très psychologique de faire ça. Et d'ailleurs dans le tennis on le retrouve beaucoup, mais l'athlétisme aussi. Le comment je vais me présenter face aux autres quand je vais arriver sur la ligne de départ. Est-ce que je vais lui donner l'impression que j'ai envie de gagner? Est-ce que je vais du coup être un peu renfermée et du coup donner l'impression que finalement j'ai peur et que ça va pas le faire? En fait chaque athlète a un peu ses stratégies. Et c'est une forme d'opposition aux autres à travers l'aspect psychologique en leur disant voilà, moi je suis là. Et en fait, je pense que les autres ont envie de le reproduire parce qu'ils voient Usain Bolt comme une forme de modèle. Donc oui, il y a des C'est hyper routines. intéressant ce que tu dis parce que finalement, ça s'applique à tout un tas de sports. En fait, ne serait-ce que cette communication non verbale qu'on peut exprimer À travers le corps. à travers évidemment et
Alors pas forcément quand on va faire son petit footing en bas de chez soi, mais dès qu'on rentre un peu soit de la compétition, soit dans de la comparaison, ce qui est l'essence même du sport, hein, c'est hyper intéressant. J'aimerais parler d'un sujet un peu courant, Ouais. au final auquel on est tous confrontés tous les jours et ça peut même aller sur la vie personnelle, la perte d'un proche, dans nos vies de pro. Imaginons du jour au lendemain on se fait licencier. Et en tout cas dans le milieu sportif, c'est le côté qu'est-ce qui se passe si demain je me blesse? Qu'est-ce qui se passe si demain on m'annonce que je ne pourrai pas aller à une compétition que j'ai préparée pendant des mois, des années? Et ça peut même être du petit cross ou même du petit match départemental, régional à des JO, des Jeux Olympiques, des compétitions internationales. Je devais partir au Kenya après-demain pour l'ascension du Kilimandjaro, qui était quelque chose qui m'a porté, que j'ai préparé pendant presque une année. Et ça comptait beaucoup pour moi. Et suite à des soucis de santé, j'ai appris du jour au lendemain que je ne pouvais pas partir. Et là, la première chose que je me suis dit, c'est « Ok Marine, tu connais les réponses, tu sais exactement ce qu'il faut faire. » Et c'est vrai qu'il y a un schéma qui se reproduit tout le temps, c'est une forme de courbe. On a une phase descendante, donc le fameux moment où on va la prendre, et une phase ascendante. Et on va passer par 10 étapes. Ces 10 étapes, ça va être le choc. Ensuite, ça va être le déni, la colère. Ensuite, ça va être la tristesse, la peur. On va ensuite avoir cette phase d'acceptation, de pardon, la phase de renouveau, où on va aller vers une quête de sens, et la phase où, enfin, entre guillemets, on va être serein. L'acceptation. Et l'acceptation, c'est un peu le cœur au final, elle est au milieu. Et quand on y pense, c'est vrai qu'au début, on est choqué. On a ce côté « je suis choqué », ça m'arrive, pourquoi? Ensuite, on a ce côté déni, de « je comprends pas, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ?» La colère, c'est ensuite le fait de repousser et de mettre la faute sur quelqu'un. Je me suis cassé une jambe, je vais dire c'est de la faute de l'entraîneur. En fait, on va avoir besoin de mettre la faute sur quelqu'un finalement. Ensuite, cette tristesse, c'est ce côté « j'ai des regrets, je rêvais de ce voyage, je rêvais de cette compétition ». Puis ensuite, il y a le côté où justement on a la peur. Qu'est-ce que je vais devenir? Si on s'entraîne, on le sait tous, on s'entraîne tous les jours. Même quand on se fait licencier, on va au travail tous les jours. On a ce côté, cette chose qu'on fait tout le temps et qui nous tient, c'est notre équilibre. Et du jour au lendemain, on se blesse et on nous dit en fait non, tu ne pourras plus faire cette chose-là pendant un temps donné. Ensuite, il y a l'acceptation. C'est le moment où on commence à se dire je fais avec, j'ai pas le choix, de toute façon c'est comme ça. Le pardon. Le pardon, c'est se pardonner à soi-même, mais pardonner aussi aux autres. Pour tous ceux à qui on a remis la faute en disant c'est de ta faute, c'est de la faute de ci, c'est de se dire voilà, c'est comme ça et je le fais avec. Et ensuite, le côté quête de sens, et c'est ce que moi je conseille à des athlètes ou même n'importe qui du jour au lendemain, à qui on dit tu vas devoir faire avec, c'est comme ça, c'est d'avoir des objectifs. C'est finalement de se dire que c'est pas la fin du monde en fait. Il faut aussi voir le côté où ça vous amène d'autres choses. Moi je fonctionne beaucoup en me disant que si quelque chose arrive, c'est que ça arrive pour une bonne raison. Et finalement, c'est aussi voir le côté positif. Par exemple, vous vous entraînez tous les jours, peut-être que ça vous laissera davantage de temps pour d'autres choses. Se trouver d'autres passions. Finalement, un sportif qui pourra plus s'entraîner, on va lui dire « essaye autre chose, fais de la musique, sors, entoure-toi de personnes qui te tirent vers le haut et qui tous les jours ne te diront pas « t'es blessé, je peux pas être avec toi ». Je pense qu'il faut essayer de se vider la tête. Et cette quête de sens, c'est donner un autre sens à sa vie, le temps, en tout cas, momentanément, que ça n'aille pas. Et ça, c'est vraiment important. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que nous, en tant que kiné, pour le coup, même hors sportif, le nombre de patients que j'ai, en fait, qui n'ont jamais passé l'étape ni du déni, ni de la colère. Et moi, en tant que kiné, j'ai tendance à dire, la première étape pour trouver la solution d'un problème, c'est d'admettre qu'il y a un problème. Oui. Et donc, beaucoup de patients, moi je vous assure, c'est mon quotidien, viennent et avant même de commencer les tâches administratives, donner la carte vitale, l'ordonnance, commencent à me raconter leur histoire et sont dans l'étape de la colère ou du déni ou de la projection. Genre, vous pensez que j'en ai pour 3 semaines? J'en sais rien, je ne vous ai pas examiné. Ou une fois, j'ai un souvenir, ça m'avait marqué, un patient qui me tend sa carte vitale et qui me dit « ça ne devrait pas être à moi de payer parce que c'est moi qui me suis fait renverser ». Et donc, il y a beaucoup de choses qui sont mélangées, mais de l'injustice, de la colère, des choses qui font que bien souvent, ces gens-là, je peux t'assurer Marine que c'est des gens où tant que mentalement ils n'ont pas évolué, tu auras beau faire ce que tu veux sur leur corps, tu auras 0 résultat. Mais c'est ce que je disais justement avec l'aspect de la préparation mentale. C'est le fait en fait que chacun a des ressources, chacun a des compétences, chacun a des capacités, mais aussi de l'acceptation. Finalement, on a tous une capacité d'acceptation qui est plus ou moins importante selon les personnes. Et quand on a un problème, ou même d'ailleurs quand on veut résoudre des problèmes chez un sportif, quelqu'un qui par exemple a de gros blocages, on sait qu'il est capable de pouvoir tout seul se sortir de ça. Mais en fait, c'est le fait d'aller chercher cette fameuse peur et de se dire que tu es capable de l'enlever, tu es capable de l'anéantir, comme tu es capable d'accepter ta blessure. C'est en fait lui faire comprendre qu'il a la capacité de passer au-dessus. Et c'est vrai que souvent les gens ont envie de brûler toutes les étapes. Ouais. Moi, la preuve, jusqu'au moment où le médecin m'a dit « tu ne pars pas
parce que je t'interdis, parce que sinon, on ne sait pas ce qui peut se passer. Moi, dans ma tête, il y avait toujours cette petite voix qui me disait « je vais partir quand même ». Et un sportif, d'ailleurs, dans la phase de déni, on le retrouve beaucoup, il est blessé, il va quand même aller courir pour être bien sûr qu'il est blessé et que le médecin ne lui a pas dit n'importe quoi. Et c'est ces fameux moments où il va se dire « bah en fait oui, j'ai mal ». Que là, il va commencer à dire « je fais avec », pour autant il va avoir peur et il va avoir toutes ces étapes. Mais ces étapes, elles sont vraiment importantes à passer et de se dire qu'elles sont normales. C'est-à-dire qu'on passe tous par là une fois dans notre vie, dans tous les domaines. Ce qui est difficile en fait, notamment chez le sportif, c'est qu'il doit gérer le fait de dépasser ses limites pour gagner en performance, mais en même temps ne pas surdépasser ses limites. Et c'est vraiment en fait, moi souvent ce que j'explique, tu me dis si je me trompe, on a une courbe de progression qui est comme ça, et en fait plus on va dépasser nos limites, plus on va se rapprocher de cette courbe de progression, et si on dépasse nos limites, on est au-delà de notre capacité de progression, et c'est là où on peut se blesser, ou c'est là où momentanément on ne peut plus progresser, mais on risque de se blesser. Exactement, il y a ce côté aussi d'accepter que les choses viennent à temps venu. Exactement. C'est vrai que le sportif, et même, sans parler même du sportif, on a tendance à tout vouloir tout de suite. On se dit, je veux déjà être là-haut, je commence à courir, je veux faire un marathon et je veux exploser à mon marathon. Et c'est vrai qu'on a tendance à tous brûler les étapes, alors qu'en réalité, je pense que le mieux, c'est d'être déjà bien encadré. Parce que finalement, le rôle d'un entraîneur, c'est bien pour ça, c'est pour mettre un cadre. Et ça, souvent, on l'oublie. Et c'est aussi d'accepter que finalement, tout est progressif, en fait, tu le disais. Si tu vas tout de suite au-delà de tes limites, oui, tu risques la blessure, tu vas peut-être te dégoûter et ça va être encore plus compliqué de revenir. Donc c'est ce côté, l'acceptation. Pour moi, je trouve que c'est vraiment le cœur, entre guillemets. Donc finalement, on peut imaginer qu'il y a un peu des deux côtés. Soit pour aider le sportif qui a du mal à se lancer mentalement, qui ne trouve pas les clés en lui pour se motiver, et à l'inverse, trouver les bonnes clés pour dire au sportif qui veut en faire trop, justement d'être capable de diminuer pour être patient. Et dans les deux cas, c'est une histoire de timing, de patience, d'apprentissage, d'acceptation. Exactement. Et on dit d'ailleurs aux sportifs, souvent, vous allez apprendre par vos échecs. Et je pense qu'en France, on le dit toujours, un échec est très mal vu. Par exemple, demain, je ne peux pas partir, tu ne peux pas aller à une compétition, on va dire « ah mais t'abandonnes ». Sur le moment, c'est dur pour un athlète de se dire « j'arrête ». Mais non, je pense que finalement, c'est pour mieux rebondir et ça, c'est hyper difficile de le faire comprendre. Et le préparateur mental amène l'athlète à une forme d'autonomie pour qu'on lui donne des clés et que le jour venu, en période de stress ou alors ce fameux moment où il ne faut pas qu'il aille dépasser ses limites et qu'il se dise « stop, là je suis allé trop loin », il soit capable de lui-même de se dire « non ». En fait, c'est être autonome. Et au-delà de ça, il y a tellement de problématiques à régler chez les athlètes qui vont au-delà de l'histoire des limites. Il y en a tellement aussi qui se mettent des pressions de dingue. Ça, c'est une problématique qu'on retrouve énormément. Et nous, on va leur amener, entre guillemets, ces clés de gestion de stress. Ça va être, par exemple, je prenais l'exemple tout à l'heure de la sophrologie. La méditation, on va leur apprendre à respirer. Moi, je sais que sur moi, ça fonctionne très bien. J'ai beaucoup d'athlètes qui, par exemple, avant une compétition, ont des rituels. Tu le disais tout à l'heure avec Usain Bolt, lui c'est dans sa gestuelle, il montre, mais je suis certaine, dans le fond on le voit, il prend des bouffées, il a ses propres gestuels et en fait il se met dans sa bulle. Il a créé sa petite bulle à lui avant sa compétition. Et par exemple, un athlète, on va lui conseiller d'avoir certaines formes de respiration. Le fait par exemple de respirer, on dit toujours je respire avec ma cage thoracique, alors qu'elle est là l'erreur. C'est que finalement c'est une respiration abdomen. On a l'impression de respirer parce que ça fait gonfler notre cage thoracique. Mais en fait, principalement quand le diaphragme descend, il descend au niveau des abdos. Et en fait, finalement, on apprend aux athlètes d'apprendre, par exemple, 3 respirations. C'est 3 respirations profondes et 3 points d'ancrage. Où on va vraiment mettre la main sur le ventre, il faut sentir sa main gonfler. Et c'est ce genre de petits gestes, de petits rites qu'on va avoir avant des compétitions, à des moments où finalement on a une crise de panique. Et c'est toutes ces choses en fait qu'un préparateur mental peut amener à un athlète au-delà du côté psy, où forcément on va lui faire parler, on va lui faire mettre des mots sur ce qui lui fait peur. Mais on peut aussi lui apporter d'autres choses comme ça. Ça dépasse largement le domaine du sportif. Quelqu'un qui doit prendre la parole en public, quelqu'un qui doit faire un discours. Enfin, on l'a tous vu, des moments où tu dois faire un discours et tu es là et tu es bouffé par le stress. J'imagine que la préparation mentale là-dedans, finalement, ça peut vraiment aussi aider, non? Exactement. Ça peut être, on peut l'amener, comme je disais tout à l'heure, à tout domaine. Monsieur, madame, tout le monde qui veut faire un discours. Quelqu'un qui... Toi, par exemple, quand l'autre fois, tu es passé devant BFM, c'était en direct? C'était pas en direct, mais c'est tout comme... Ouais, c'est tout comme tes conditions du direct, mais direct. C'est quoi ton astuce, toi, pour y arriver et être tranquille? Alors moi, par exemple, c'est la musique. C'est tout bête, mais je connais aussi beaucoup de sportifs qui fonctionnent comme ça. On le voit d'ailleurs, hein. Par exemple, avant des compétitions. Pas mal de sportifs... Ce qu'on a reproché à beaucoup de sportifs d'ailleurs, de se dire, vous vous mettez dans votre bulle. Ils sont dans leur bulle et qui veulent pas, par exemple, parler aux journalistes ou par exemple un footballeur. On l'a tous vu quand ils descendent du bus et qu'ils ont tous le casque sur les oreilles. Mais finalement... c'est un peu ça. Et moi, j'ai l'exemple avec un ami qui s'appelle Clément Chevrier, qui est cycliste pro pour la G2R, qu'il était là à la Vuelta. Et en fait, on lui envoyait, avec un ami, on lui envoyait des musiques avant chaque départ.
Et en fait, chaque départ, il écoutait sa musique, je sais pas, 20-30 minutes avant le départ, et il me disait ah, ça va me donner envie. Et en fait, on sent que finalement, certains retrouvent dans la musique une forme de motivation, et c'est aussi le moyen pour eux de se mettre dans leur bulle à eux, et de se dire maintenant c'est mon moment. Et moi, personnellement, ça fonctionne bien. C'est-à-dire que souvent, j'écoute de la musique avant des moments stressants. Ou à l'inverse, d'autres fois, j'ai besoin qu'on me parle. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont besoin d'être tout seuls. Ouais. Moi, ça m'arrive aussi d'avoir besoin qu'on me fasse des blagues, qu'on me dise n'importe quoi, qu'on me détende et pas qu'on me laisse toute seule. Sinon, plus je suis seule, plus je vais ruminer mes stress et mes angoisses. C'est marrant parce que moi, tu disais, hein, on apprend par l'échec. Pendant longtemps, j'ai essayé d'arriver avec, tu sais, un truc très très ordonné, typiquement d'arriver là-dedans avec ce que je dois dire, comment je dois le dire, dans quel ordre, et surtout, il faut que j'oublie rien. Et c'est là où je me plantais le plus, parce que je m'accrochais tellement à vouloir tenir à ce que je savais déjà, en fait, que ça a été beaucoup mieux à partir du moment où je me suis dit, Greg, fais-toi confiance, ce que tu as écrit, tu le sais, ça fait des années que tu le dis, c'est pas parce qu'il y a un présentateur que tu es en direct ou à la radio ou à la télé que tu vas l'oublier. Donc fais-toi confiance, et finalement, maintenant, quand j'arrive, je me détends, je fais quelques blagues, et même si j'oublie 5% de ce que je voulais dire, je sais que grosso merdo, le message va passer. C'est pour ça l'humour peut être la solution, mais d'autres fois, je pense que c'est surtout la confiance en soi, en fait. Ça vient d'un lâcher-prise. Je pense que c'est un peu le mot principal du lâcher-prise, de se dire, et puis au pire des cas, si j'ai oublié un mot, c'est pas grave. Comme un sportif qui dit, si jamais je me blesse, alors oui, on a l'impression que c'est la fin du monde, mais il y a pire, en fait. C'est de se dire toujours, je vais rebondir. Et si tu oublies un mot pendant une interview, eh ben, c'est pas grave. Au final, moi, combien de fois ça m'est arrivé qu'en face de moi, des journalistes fassent plein de bourdes, et je me dise, bon bah eux s'ils se sont trompés, moi c'est bon. Oui, c'est ça. Et en fait finalement ça me détend. Et pareil, là j'ai mon carnet, mais finalement je l'utilise pas. C'est plus pour moi une manière de me dire, je viens avec quelque chose, je sais que je l'ai préparé. Ça me fait plaisir. Moi je me dis que t'as pris le truc au sérieux. Les autres sont venus les mains vides. Alors de quoi on va parler, Greg, aujourd'hui? On a tous des rituels. Moi c'est le rituel un peu de l'objet. C'est cet objet que j'ai l'impression d'avoir un peu comme une corde de survie. Ou si jamais j'ai un problème ou j'ai oublié un mot, j'ai l'impression d'avoir mon cahier. Et par exemple, il y a des athlètes qui servent, par exemple, qui ont des espèces de mouchoirs, qui ont des espèces de des slips fétiches. Oui. Non mais sans rire. Mais c'est vrai, je te jure. Sans rire. Moi je sais que quand je courais, il y avait des nanas dans mon club qui avaient un string. Alors, qui avaient un string qu'elles mettaient à chaque course. Parce qu'en fait, elles avaient l'impression que si un jour elles l'oubliaient, elles allaient perdre ou elles allaient rater leur course. Mais au fond d'elle, quand elle l'avait, elle se sentait surpuissante. Et finalement, je pense que c'est ce que tu disais tout à l'heure, on a besoin en fait de cette confiance qui est propre à nous-mêmes. Il y a un truc, excuse-moi, vas-y. Non. Que je retrouve souvent, notamment, moi j'ai beaucoup joué au rugby, des mecs qui se strappent pendant des années. La même articulation, hein. Donc c'est sûr que le truc a cicatrisé, il va bien, il n'a plus besoin de strap, mais ils se sont toujours mis un strap au genou droit, toujours, et ils vont toujours en mettre. Et si jamais ils n'ont pas de strap, ils vont se blesser. Ça, c'est un ancrage qu'on a psychologique et on peut travailler aussi là-dessus, c'est se débarrasser, entre guillemets, ces petits rituels, des fois c'est des pensées un peu parasites qui nous embêtent, où on se rend compte qu'on est dépendant de ces choses-là. Comme aujourd'hui un coureur qui est dépendant de sa montre, qui dit que s'il court sans montre, il ne va pas courir pareil. Et au final, s'il courait sans montre, il apprendrait davantage à courir aux sensations. Et on fait par exemple des fois en tant que préparateur mentaux des travails là-dessus de terrain où on accompagne un athlète en lui demandant de ne prendre aucun objet électronique et on s'en rend compte, sans parler du sport, qu'aujourd'hui les gens dépendent énormément des téléphones, des données, de machin. On a besoin de tout contrôler, de tout savoir, d'avoir l'heure, d'avoir... Et finalement, en fait, on se rend compte que des fois, quand on s'en détache, ça fait énormément de bien et on s'enlève cette fameuse pression que l'objet finalement nous met parce que l'objet est rapporté à des données qu'on va utiliser pour se comparer aux autres. Et en fait, on va dans un espèce de cercle vicieux que l'athlète, malheureusement pour certains, est obligé d'avoir parce qu'ils ont un suivi vis-à-vis de l'entraîneur. Mais j'apprends des fois à des athlètes de une fois par semaine, allez, une fois à deux, ou une fois au moins toutes les 2 semaines, de se dire je fais un footing aux sensations. C'est je cours pour retrouver le plaisir finalement déjà de courir, ou par exemple, de faire leur sport pour une fois sans avoir de cadre, de données, pour se dire je fais ce sport et j'aime ce que je fais. Et ça, on peut le retrouver pour tout en fait. C'est des fois s'accorder un moment pour soi. Et je pense que c'est ce qui te donne envie de continuer dans tous les domaines, d'accepter des fois de se dire je lâche prise et je le fais hors de mon boulot, hors de machin, juste pour moi. J'ai une dernière question parce que la vidéo est quand même un peu longue, mais je pense que c'est intéressant. Quelqu'un qui n'a pas d'outils pour se motiver, qui n'arrive pas à se motiver, il sait qu'il doit faire du sport, mais il n'arrive juste pas à se lancer. Je sais que c'est difficile parce que c'est quelque chose d'intime, mais une idée large que tu pourrais essayer de lui proposer? Moi, je vois un peu la métaphore de l'âne avec la carotte. Alors, essaie de voir l'objet. Et en fait, je pense qu'il faut beaucoup fonctionner comme ça. On se rend compte, et même tout à l'heure avec Justine, elle me le disait quand elle avait respiré et qu'elle n'avait pas d'objectif sportif,
elle n'avait pas envie en fait. Et moi je pense que finalement ce qui nous porte dans la vie, c'est les buts. En fait c'est de se fixer, en fait c'est d'avoir un calendrier de l'année et de se dire bah j'ai pas envie d'aller courir, j'ai pas envie de faire du sport, j'ai pas envie de m'entraîner. Ah oui mais je me suis inscrite à ça. Ok, bon bah du coup j'ai pas le choix. C'est ce côté en fait je pense qu'on a besoin de se mettre des challenges sans pour autant qu'ils soient inatteignables. C'est quelque chose de progressif où on se dise bah voilà j'ai envie d'y aller donc je vais me donner les moyens d'y aller. C'est très vrai. Et je pense qu'on a vraiment besoin aujourd'hui d'avoir des choses qui nous stimulent. On a vraiment besoin d'avoir des choses qui nous stimulent et qui nous donnent envie d'avancer au quotidien. C'est vrai ce que tu dis. Moi, je vais parler un peu de mon expérience sportive. Je fais du jiu-jitsu brésilien, c'est comme de la lutte. Il y a 2 ans, j'ai réussi à me qualifier pour les championnats de France. Donc, en débutant, ceinture blanche. Mais pour moi, faire les championnats de France, j'ai jamais pu les faire en rugby, les faire en jiu-jitsu brésilien, c'était incroyable. Et j'ai été assidu pendant toute l'année. Je me suis entraîné 3 fois par semaine. J'ai fini 3e au championnat de France. Mais je suis, même si tu vois, c'était ma petite victoire à moi, quoi. Et l'année d'après, mon fils est arrivé. Forcément, j'étais en manque de sommeil, j'étais épuisé. Et j'ai pas réussi à me qualifier pour les championnats de France cette année-là. Je me suis quasiment pas entraîné de l'année. Et après, je me suis trouvé excuse sur excuse et c'était dommage. Et là, je pars pour faire le half marathon des sables, donc 120 km au Pérou. Et sachant que je ne suis pas du tout coureur, hein, moi je n'ai jamais couru de plus de 12 km dans ma vie. Avec le petit ensemble. Exactement. Et là, ça fait un mois que je m'entraîne. Et en fait, d'avoir une date avec une échéance, c'est motivant. Et j'arrive à m'entraîner 6 fois par semaine. Mais c'est comme si finalement on faisait tout le temps le même boulot dans la même entreprise, sans avoir par exemple d'objectif d'évolution. Enfin oui, d'évolution. En fait, on n'a plus envie au bout d'un moment. On a beau aimer ce qu'on fait. Par exemple, on se dit bah, j'aime courir, oui, mais pourquoi je cours finalement? Le pourquoi en fait est hyper important. C'est trouver en fait ces petits trucs qui tous les jours nous donnent envie de nous lever le matin. Quand on n'a pas le courage, qu'il est 21h, 22h, qu'on rentre du boulot, qu'on a eu une journée hyper compliquée ou qu'on se dit qu'on est crevé, qu'on n'a qu'une envie c'est d'aller dans le canapé, on se dit ah ouais mais dans 3 mois j'ai le half, MDS, et là, go. Et en fait quand tu arrives à cette fameuse course et qu'en fait tu repenses à tous les efforts et tous les sacrifices peut-être que tu as fait pour cette course et que tu te rends compte que tu y es, ça y est, c'est le moment, ça vaut tout l'or du monde. Et on a besoin de ça en fait. Je pense que oui, le dernier conseil que je donnerais à n'importe qui est de l'appliquer à toute sa vie, professionnelle, personnelle. Parce que c'est pareil, si tu n'entretiens pas des amitiés, enfin, il faut se donner des choses. On a besoin en fait de ça pour avancer dans la vie. C'est vraiment de se dire, j'avance pour ça. Et c'est de sans cesse essayer de se dire, pas toujours plus. Je ne suis pas d'accord avec la dynamique de toujours plus, toujours trop. Ça peut rester des choses tout à fait normales. Mais on a quand même besoin de carottes, entre guillemets, pour avoir envie d'avancer. Pas toujours des coups de pied au cul. Exactement. Même si des fois les coups de pied au cul, ça fait du bien. De temps en temps, ça fait du bien. C'était une vidéo beaucoup plus longue, mais franchement, c'est ce que je vous avais dit. Cette conversation, on l'a déjà eue, mais j'ai l'impression de la redécouvrir une deuxième fois parce que c'est tellement intéressant. Je vous invite, toi, on peut te suivre sur Instagram. Exactement. Tu as ton livre aussi. On parlera de l'anorexie dans une deuxième vidéo. Parce que j'aime le fait que tu l'approches avec beaucoup de bienveillance et beaucoup de recul. Donc, on en parlera dans une prochaine vidéo. Salut! Salut!